Il est 13h30 sur BFM TV, c'est l'heure de répondre à vos questions. Et c'est Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Philippe. Bonjour Fanny, en forme? Ça va très bien. Allez, au Ravi de te retrouver. sommaire de ce samedi. Le terrible incendie meurtrier au Texas, le plus grand de toute son histoire. On parlera également de la fin du salon de l'agriculture. C'est demain, vous découvrirez une initiative qui pourrait bien susciter des vocations chez les plus jeunes. Attention également à cette nouvelle escroquerie sur TikTok. La collecte des Restos du Cœur, c'est ce week-end, on vous en parle. Et puis, on n'oublie pas la fête des grands-mères demain. Très bien, ça, petit pense-bête. Allez, on va commencer par parler de ces méga-feux au Texas. Ouais, le plus important incendie qui est connu cet État du sud des États-Unis. D'ailleurs, le Texas a déclaré l'état d'urgence dans 60 de ses comtés. Le Smokehouse Creek Fire a ravagé plus de 440 000 hectares de végétation. Pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près la taille d'un département comme les Hautes-Pyrénées en France. Parti en fumée, ça a même débordé un petit peu sur l'Oklahoma voisin. Solène nous demande, l'incendie géant du Texas va-t-il bientôt être éteint? Sa progression, alors elle a cessé hier parce qu'il y a eu quelques précipitations, mais cet incendie n'était contenu qu'à 15%. Ça pourrait empirer ce week-end parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a de la sécheresse. Au moins 500 bâtiments ont été détruits. 2 femmes sont mortes de 83 et 44 ans. 3 autres incendies un peu plus mineurs sont également en cours. On vous propose de regarder la situation sur place avec notre reportage de notre correspondant Benoît Ballet. Autour de cette propriété, la terre noire est carbonisée. Le toit de la maison s'est effondré et le sol est jonché de restes d'un passé parti en fumée. Plus de 400 habitations ont été détruites par ce gigantesque incendie. C'est fini. Tout ce que je possédais a disparu, sauf ma voiture et moi. Tout a été réduit en cendres. Je suis anéantie. J'essaye de rester positive. Je sais que Dieu est avec moi, que je vais m'en sortir. J'ai ma famille, mes amis, ils sont avec moi. Mais c'est bouleversant. Les dons ont été nombreux pour venir en aide aux sinistrés dans cette ville meurtrie pour la seconde fois en 10 ans. Malheureusement, les feux de forêt sont communs ici. On en a eu un grand en 2014, il avait touché la partie nord de la ville. Là, c'est l'autre côté qui est frappé. On a reconstruit, on s'est remis de celui de 2014 et on va y parvenir à nouveau. Les autorités demandent toutefois à la population de rester extrêmement vigilante par crainte de reprise de feu. Le vent soufflera fort ce week-end et les températures dépasseront les 25 degrés à l'ombre. Pour faire face, 875 pompiers resteront mobilisés dans le nord du Texas. Une forte mobilisation qui reste de mise, évidemment. Eric nous demande si cet incendie est lié au réchauffement climatique. On en parle avec vous, Gaël Musquet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de la prévention des risques naturels. Alors, on l'a entendu dans le reportage, il y a déjà eu un très gros incendie du même ordre à peu près en 2014. Le Texas qui est très exposé. Mais cette question, donc, est-ce que le réchauffement climatique aggrave les choses? Oui, bien sûr. On a une réponse rapide des faits qui, depuis des années, confirment qu'on a des événements extrêmes qui vont se reproduire et qui se reproduisent d'année en année sur les territoires qui sont évidemment fragilisés par ces phénomènes, en plus qui sont cycliques certains. On peut parler d'El Niño, par exemple, où on va avoir du réchauffement au niveau de la température de l'océan, évidemment de la vapeur d'eau qui va être présente, des conditions climatiques qui vont être extrêmement importantes sur ces zones. On va attendre quand même que les climatologues, eux, fassent comme un replay. On va rejouer en fait avec des modèles météorologiques cet épisode-là en vérifiant avec différentes hypothèses plus ou moins de gaz à effet de serre et voir quel aurait été l'impact si on avait émis moins de gaz à effet de serre. Mais ce qui est certain, c'est que des arbres qui partent comme ça en fumée, évidemment, ça a un impact sur les vies. Là, on le voit et c'est dramatique. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ce sont aussi des écosystèmes qui disparaissent. Ce sont des plantes, ce sont des animaux qui disparaissent. Ce sont aussi des sols qui sont fragilisés, donc moins résistants aux inondations. Donc, c'est une spirale infernale de ce bilan carbone au final de ce type de feu est extrêmement négatif puisqu'on rajoute en plus ces puits de carbone que sont les arbres, on rajoute du CO2 dans l'atmosphère. Et alors Gaël, ce qui est aussi difficile à comprendre, c'est que pas loin de là, 3 États plus à l'ouest sur la côte, en Californie, là-bas, c'est tempête de neige avec des grosses bourrasques, 160 km/h sur les sommets de la Sierra Nevada, des 2 à 3 cm de neige qui sont attendus également en altitude. Ça aussi, c'est le dérèglement climatique ?
Alors, on est en hiver, donc c'est normal effectivement qu'on ait ces conditions-là. Ce qui l'est en revanche, et là où le réchauffement climatique est un facteur aggravant, c'est qu'on va avoir une humidité bizarre. Ça va être ça en fait, c'est cette neige accompagnée en fait de ces vents violents entre un anticyclone et une dépression qui se rencontrent. Et donc, cette espèce d'effet extrêmement abrasif en fait du bizarre, cette neige qui va pratiquement aller à l'horizontale. On est sur plusieurs mètres attendu sur ces reliefs et sur les États, des routes fermées, l'équivalent de Paris, Le Havre, pratiquement fermé pour éviter évidemment que les automobilistes ne soient piégés. On peut parler de quand même chose positive, c'est que cette neige va apporter de l'eau. On est sur des États, le Nevada et la Californie, qui sont extrêmement déficitaires en termes de pluviométrie. Et cette neige est positive puisqu'elle va permettre de réalimenter des retenues d'eau et de permettre de passer, si ça continue évidemment en douceur, un été moins calamiteux que celui qu'on a pu connaître précédemment. Un moindre mal. Merci Gaël. Contraste assez saisissant. Merci beaucoup Gaël. On passe au salon d'agriculture qui fermera ses portes dans quelques heures. On est un peu à l'heure du bilan. Oui, et un rendez-vous, on le sait, ce salon d'agriculture toujours très riche en découvertes et qui notamment est l'occasion aussi de présenter les métiers de l'agriculture aux plus jeunes. Aïcha nous demande comment ce salon peut attirer des jeunes gens dans les métiers agricoles. Et on en a besoin. Et ouais, on en a besoin. Alors, il y a, on le sait, ce fameux concours général agricole, très prestigieux, qui offre des médailles, des trophées aux jeunes qui sont en formation agricole ou onologique. Mais il y a aussi le jeu vidéo. Vincent Péquignot est avec nous. Bonjour, vous êtes fondateur de Gameabilis. Alors, c'est une société d'édition de jeux vidéo. Vous êtes basé à Paris et vous exposez notamment aussi au Salon de l'Agriculture. Vous avez créé Roots of Tomorrow. C'est un jeu de simulation en 3D, un jeu immersif. Pour mieux expliquer l'agroécologie, en quoi consiste ce jeu? C'est quoi le but? Le but, c'est de gérer sa ferme, tout simplement, son exploitation agricole. Et comme vous l'avez dit, il manque énormément d'agriculteurs. On sait qu'il en manque, on sait qu'il va en manquer encore plus, parce que quand on regarde la pyramide des âges, on sait qu'il y a des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et donc, il faut convaincre des jeunes de venir à ce métier. Alors, il y a les jeunes qui sont dans les lycées agricoles, mais il y a les jeunes qui ne sont pas encore dans les lycées agricoles, qui ne sont pas encore en école d'agro. Et ces jeunes-là, il faut leur montrer une vision du métier qui soit réelle, réaliste, qui ne soit pas aussi trop négative. Parce que si elle est très négative, on n'attirera personne, mais il faut quand même leur dire la vérité. Et un des médias les mieux, on parle des jeunes, mais en fait, 2 Français sur 3 jouent aux jeux vidéo. Donc c'est un des médias les plus appréciés des Français, c'est les médias culturels qu'ils préfèrent. Voilà, c'est ça qu'on a fait. On a mis une ferme, plusieurs fermes, puisqu'on en a 8 maintenant, dans un jeu vidéo, donc Roots of Tomorrow. On va revenir justement sur les fermes qui font partie de ce jeu dans un instant, mais déjà, comment vous avez conçu ce jeu? Je suppose que tous les métiers de l'agriculture, vous avez dû travailler avec des connaisseurs. Comment ça se passe? Alors, on a travaillé vraiment avec tout le monde, on a mis tout le monde autour de la table. Il y a des scientifiques, on a notamment l'INRAE qui est notre partenaire scientifique, on veut vraiment que ça soit vrai, réaliste, ancré dans le réel. Ensuite, on a mis des agriculteurs, on a mis des enseignants, on a mis des fédérations, on a mis toutes ces personnes-là autour de la table. C'est pour ça que je dis souvent que c'est un outil de médiation. Tout le monde a discuté, parce que finalement, évidemment, il y a des nuances entre chacun sur qu'est-ce que doit être l'agriculture de demain. Mais quand même, ils se rejoignent tous sur la nécessité de changer et sur la pluralité des changements possibles. Vraiment, dans le jeu, il n'y a pas une voie monolithique qu'il faudrait appliquer partout en France, dans toutes les agricultures. Il y a pas mal de choix, il y a pas mal d'options, et c'est vraiment ça qui a été fait. Donc avec toutes ces personnes, on les a écoutées, on a réfléchi, puis après on a fait un jeu vidéo, ce qui est notre travail. Donc on vous dit, c'est en 3D, donc on a des graphistes, des illustrateurs qui ont dessiné. Et pour les dessiner, déjà on est allé sur place, on a visité des fermes, on a dessiné. On était très heureux parce que... on voit les images, c'est assez... c'est réaliste. Voilà. Là c'est la Provence, on avait la nouvelle ferme du Cantal, ce qui nous a fait plaisir. Donc ça c'est la 8e, c'est celle de cette année, la nouveauté. On a des agriculteurs du Cantal qui ont dit, ah bah oui, la maison elle ressemble à ma maison. Donc comment vous êtes allé dans la ferme, vous avez pris des photos, vous avez fait quoi? On est allé, on a pris des photos, mais mon graphiste, il est venu, on s'est déplacé. Dans le Cantal, il y a la ferme de la Vallée, il y a la ferme d'Alpage, d'Estive. C'est tout ça qu'on a. Est-ce qu'on sait faire du Cantal après? Alors, du salaire même, parce que c'est des vaches de salaire, c'est ça. Ce sont des salaires, donc on fait de la viande et on fait du fromage. Et ça, c'est très important. Alors, au-delà du côté bucolique, j'allais dire. Non, surtout, ce qui est très important, c'est que c'est un peu une innovation aussi.
C'est-à-dire qu'on a un seul cheptel qui fait de la viande et du fromage. Et ça, c'est très important parce qu'il y a un impact carbone qui est meilleur et il y a une meilleure valeur ajoutée. Alors, il y a eu des discussions très fortes au début du salon, un peu vous mentez, sur la valeur ajoutée. Il ne faut pas exporter nos jeunes bovins, il faut les garder, les engraisser, etc. Pourquoi ? D'abord, c'est mieux évidemment pour le bilan carbone, mais aussi c'est mieux pour les agriculteurs. Voilà, ça fait partie des idées qu'on a dans le jeu. Simplifié, bien sûr, ça reste un jeu vidéo. Alors, pour conclure rapidement, où est-ce qu'on peut se procurer ce jeu ? Il est gratuit, je le précise. Alors, le jeu est gratuit, il est sur les plateformes PC, donc qui s'appelle Steam, PC, Mac, et il est sur mobile parce que on a parlé beaucoup des futurs des jeunes agriculteurs. Donc eux, ils vont, ils connaissent, ils vont l'utiliser sur PC. Dans les lycées agricoles aussi, ils l'utilisent sur PC souvent. Mais pour le plus grand nombre, parce qu'on veut aussi que le plus grand nombre comprenne ce qu'est l'agroécologie, il est sur mobile, iOS et sur Android. Voilà. C'est noté. Si vous êtes tenté par une reconversion, vous savez ce qu'il vous Pourquoi reste pas. à faire. Allez tester via le jeu vidéo. Merci beaucoup. Merci. On va rester dans l'univers du numérique, mais alors cette fois-ci avec une mise en garde. Prudence aux arnaques. Ouais, là c'est moins drôle. En effet, piratage carte bancaire, on connaît, les emails aussi, les réseaux sociaux. On ne connaît que trop bien. De plus en plus, malheureusement, mais les escrocs ne rivalisent toujours d'inventivité pour nous voler de l'argent. Dernière escroquerie en date, ce sont les comptes influents qui sont sur TikTok qui sont visés. Certains comptes sont volés pour ensuite extorquer de l'argent à leurs propriétaires. On en parle avec Damien Bancal. Vous êtes fondateur du site Zataz et spécialiste de cyberintelligence. On a cette question de l'une de nos téléspectatrices, Romane. Comment se passe cette nouvelle arnaque sur TikTok ? En quoi ça consiste ? Bonjour. Alors, cette arnaque est malheureusement très simple. C'est que les intervenants malveillants vont trouver le moyen d'accéder à votre compte. Mais attention, que ce soit sur TikTok, Instagram ou sur tous les réseaux sociaux où ces malveillants, en fait, auront une mission. C'est de d'abord trouver l'influenceur ou l'influenceuse. Et peu importe le nombre de personnes qui vous suivent, l'important, c'est que vous soyez suivis. Et une fois qu'ils ont réussi à mettre la main sur votre compte, donc ça veut dire quoi ? Récupérer vos identifiants de connexion, bref, se faire passer pour vous, soit ils vont vous demander de l'argent, voilà, on vous rend votre accès contre une certaine somme d'argent qui peut même atteindre des fois plusieurs milliers d'euros, ou pire encore, utiliser votre image pour clairement contacter toutes les personnes qui vous suivent. C'est récent, très récent, ce genre d'escroquerie. Est-ce qu'on sait qui se cache derrière ? Non, malheureusement, c'est pas récent, sauf que ça prend une ampleur beaucoup plus importante. Pourquoi ? Aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins influenceur, que ce soit dans son quartier, sa famille, ou en tout cas un environnement qu'on a pu se créer parce qu'on est fan de voitures, de mode, d'animaux, que sais-je encore. Et donc, du coup, les malveillants ont bien compris que, aujourd'hui, l'individu, l'unique utilisateur, par exemple, pour diffuser des vidéos, il est une porte d'accès à d'autres. Et là, on appelle ça les fameux viewers, ceux qui regardent. Et donc, du coup, ils ont compris qu'il y a de l'argent derrière. Dernièrement, justement, on a eu l'un des plus gros influenceurs du monde, MrBeast, qui est quand même quelque chose qui, quand je parle de quelque chose, c'est son empire, pas lui. Son empire, c'est quand même plusieurs dizaines de millions de dollars. Il s'est retrouvé usurpé par l'intelligence artificielle pour piéger les personnes qui le suivent. Et pas plus tard que le mois dernier, avec mon blog, on a découvert que plusieurs centaines de Français influenceurs sur Instagram s'étaient fait infiltrer leur Instagram et quelques semaines plus tard, des malveillants ont diffusé de fausses publicités pour de la crypto-monnaie. Donc le problème, c'est que les pirates vont chercher partout, dans toutes les poches, de l'entreprise aux particuliers. Merci beaucoup Damien Bancal pour ces précisions et donc cette attention qu'on vous demande d'avoir. TikTok qui alerte notamment, qui précise que jamais la plateforme ne contactera directement les utilisateurs pour leur demander des détails de leur compte, qui conseille aux utilisateurs de ne pas ouvrir un courriel, un message qui demande des informations, de le signaler également à la plateforme. Et puis également du côté du gouvernement, vous le voyez, vous pouvez vous rendre sur le site service-public.fr pour faire un signalement ou déposer une plainte, soit sur la plateforme Thésée, soit sur la plateforme Pharos. Voilà. Sinon, vous êtes ringard comme moi, vous n'avez pas de compte TikTok et comme ça, vous n'avez pas de mais il y a d'autres arnaques qui existent. Malheureusement. Il faut toujours rester vigilant. Les Restos du Cœur, c'est le grand week-end de collecte. Ils ont 35 ans et il y a encore du boulot. Mais oui, tout ça à cause de l'inflation, notamment, qui rend la précarité des Français de plus en plus prégnante. Et puis la tâche plus dure pour les restos. En effet, Fabrice nous demande, est-ce que les Restos du Cœur vont pouvoir continuer d'aider les Français dans le besoin ? On comprend sa question. Forcément, il fait référence à ce cri d'alerte qu'avait poussé Patrice Douré. C'est le président des Restos du Cœur. C'était il y a 6 mois sur notre plateau ici sur BFM TV. Il craignait que d'ici la fin de l'hiver, les restos aient un déficit de 35 millions d'euros et que tout simplement, elles tombent en faillite dans les 3 ans, car l'association, elle représente beaucoup pour les gens les plus en difficulté. Elle a servi 171 millions de repas l'année dernière, une hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Et heureusement, l'aide est venue de la part de l'État. Le cri d'alerte a été entendu. Les Français également étaient généreux, mais les actions de coup de poing, elles ont toujours
toujours besoin d'exister. Il y a notamment eu ce concert, vous le voyez, hier encore diffusé à la télévision, ces spectacles des enfoirés qui représentent quand même 8 à 10% des ressources des restos chaque année. C'est pas rien pour tous les revenus que ça génère. Et puis il y a les dons dans les magasins, c'est très important. Et on va prendre justement la direction d'un de ces magasins dans le 13e arrondissement de Paris pour vous retrouver Jeanne Daudet. Tout ce week-end, en effet, il y a cette collecte nationale des restos dans 7500 points de vente. Et puis ce sont 80 000 bénévoles qui s'en chargent. Vous êtes aux côtés de l'un d'eux. Oui, exactement. Déjà, à chaque fois qu'un client rentre dans le magasin, il reçoit ce prospectus sur lequel tout est expliqué, justement, sur les produits qui sont nécessaires pour cette grande collecte des restos. Je me trouve avec Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. Expliquez-moi un peu, là, vous collectez ces dons, vous les classez en fonction des catégories, c'est ça? Tout à fait. Donc les gens nous apportent généreusement leur achat. Et donc nous, on met soit donc, tout ce qui est féculent, hygiène, pour bébé, ça c'est important. Légumes et voilà. Enfin après. Il y a un peu de tout. De quoi vous avez besoin en priorité là pendant cette collecte? On est très sensible à tout ce qui est hygiène, surtout pour bébé ou femmes seules, et après tout ce qui est alimentaire non périssable qui peut se conserver. Donc vraiment les féculents, les légumes en boîte, les conserves, enfin ça c'est vraiment indispensable. C'est vrai que depuis ce matin, on constate justement que les gens donnent ces collectes. On est en période d'inflation. Est-ce que c'est plus compliqué pour les gens de donner cette année ou au contraire, est-ce qu'ils sont sensibles au nombre de bénéficiaires qui augmente aussi chez les restos? Oui, parce que comme maintenant ils sont conscients que il y a même les étudiants qui viennent demander, donc ils prennent des pâtes en fonction de leurs revenus. Tout le monde s'investit beaucoup et ils sont très généreux et c'est vraiment quelque chose qui les sensibilise beaucoup. Et ils viennent tous beaucoup nous communiquer pour dire qu'ils sont contents de participer parce que c'est une cause qui les touche beaucoup. On a vu des gens arriver avec des paniers entiers remplis de dons. Ça a été aussi très étonnant pour vous en tant que bénévole? Tout à fait, vraiment des paniers remplis ou comme voilà un étudiant qui va venir avec un paquet de riz en fonction de ses revenus. Il participe comme il peut. Oui, voilà, chaque don compte. C'est ça qui est important aussi de rappeler pendant cette collecte des restos qui a lieu tout le week-end jusqu'à demain, midi ou soir. Ça dépend de l'heure de fermeture des magasins. Et cette année, l'association des Restos du Cœur espère dépasser la barre des 9000 tonnes de dons. Merci Jeanne Daudet avec David Boutet. Ces 9000 tonnes de dons, ça représente 12% des dons en nature. Quand même, c'est pas rien. On rappelle qu'on peut aussi donner toute l'année sur le site dons.restoducoeur.org. Ça, c'est pour les dons. Philippe, vous savez, une petite colle que c'est Coluche qui a créé, ça on le sait tous, en 85, les Restos du Cœur. Voilà, jusqu'ici, on le sait. C'était censé être une petite cantine temporaire pour aider les plus pauvres. Ouais. Qui a créé la chanson des restos un an après, vous savez? J'aurais tendance à dire Jean-Jacques Goldman. Mais oui, ça aussi c'est connu. Bon, Jean-Jacques Goldman, voilà, qui sera également à l'honneur. Regardez demain sur BFM TV à 20h50 dans notre documentaire long format Jean-Jacques Goldman confidentiel. Voilà, ne pas rater. Rendez-vous important demain. C'est la fête des grands-mères, on l'avait peut-être oublié. Voilà, on n'a pas tous la chance, c'est plus mon cas de les avoir, mais quand même, quand on le peut, il faut les chérir. C'est donc, comme tous les premiers dimanches de mars, la fête des grands-mères. Manon nous demande qui a inventé cette fête. Forcément, le marketing, encore une fois, on sait que c'est Coca-Cola qui a créé le Père Noël. Eh bien, figurez-vous que c'est pareil, c'est une marque qui a créé la fête des grands-mères. Renée Lucette-Monnier, créatrice de Café Grand-mère en 1954 à Roubaix. Café Grand-mère qui célèbre donc ses 70 ans, si vous avez bien calculé. Eh bien, c'est elles qui ont inauguré cette fête en 87. Ouais, j'ai fait une formation scientifique, on ne dirait pas comme ça. Philippe, vous connaissez l'âge moyen des grands-mères en France? C'est une bonne question. Aucune idée. Moi, j'étais surprise. C'est assez jeune, 54 ans, l'âge moyen. Très jeune. 54 ans, 56 pour les grands-pères, selon l'INSEE. Elle serait 3 millions de plus que les grands-pères, à peu près 9 millions en France. Nisrine nous demande, est-ce qu'il faut gâter ses petits-enfants pour être une bonne grand-mère? Alors, on va demander à l'une des meilleures. C'est surtout, est-ce qu'il faut gâter ses petits-enfants pour avoir des cadeaux le jour de la fête des grands-mères? Mais ça, c'est une stratégie, sur le long terme. On va demander justement à Noël Jantot de Gers, bonjour. Vous avez été élue Super Mamie 2012. Forcément, on demande aux meilleures, aux Super Mamies, ce qu'elles en pensent. Est-ce que vous avez forcément des petits-enfants? Vous en avez combien déjà? 5 petits-enfants. Et est-ce que vous pensez qu'il faut les gâter pour être jugée bonne grand-mère? Alors, tout dépend ce que vous appelez les gâter. Il faut surtout leur donner tout votre amour. Je pense que c'est beaucoup mieux de leur donner tout ton amour que d'essayer d'acheter tous les cadeaux de la terre. C'est très beau, c'est bien ce que vous dites et on le note en tout cas pour les petits-enfants, on s'en servira. Racontez-nous cette élection que vous avez gagnée, c'était donc en 2012. Vous avez été élu dans les Alpes-Maritimes, vous êtes originaire de Dijon. Comment ça s'est passé?
Alors déjà, c'est ma fille qui m'avait inscrit au concours Super Mamie parce qu'elle avait trouvé que c'était très joli et que c'était une façon de mettre en avant les grands-mères et donc pour elle, sa mère, moi. Et j'avais été assez surprise et j'avais eu un petit peu peur parce que je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et puis au fil des jours et des années, je vois que le concours Super Mamie et Super Mamie est vraiment quelque chose qui met les grands-mères en valeur, mais c'est aussi toute une communauté de grands-mères qui aiment leurs petits-enfants, qui font beaucoup de choses pour leurs petits-enfants. Et j'ai été très fière de pouvoir être élue Super Mamie France en 2012. Et alors après, pendant l'année qui suit votre élection, est-ce que vous avez aussi des missions, comme les Miss France peut-être, de parcourir la France et de parler peut-être aussi de votre rôle de grand-mère ? J'ai eu l'année suivant mon élection, et bien encore, puisque vous voyez, je suis aujourd'hui avec vous, l'occasion de parler de ce concours Super Mamie, un peu comme les Miss France, mais différemment, on va dire. C'est plus une émission de cœur. Et on a une mission de cœur et de montrer que nous, les mamies, on est là pour nos enfants, pour nos petits-enfants surtout, et qu'on les accompagne tous les jours dans tout ce qui est bien et ce qui est moins bien dans leur vie. On est capable souvent de les épauler dans les moments difficiles et surtout de les encourager. Moi, je sais que je suis sportive de haut niveau et j'ai encouragé mes petits-enfants à faire du sport à haut niveau. J'ai deux sur les 5 qui en font et qui réussissent très bien, puisque j'en ai un qui a fait les championnats du monde l'année dernière. Et ça, je suis très fière. Beau boulot. Bravo, vous avez bien travaillé. Merci beaucoup Noël d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite d'avance une bonne fête pour demain. Les grands-mères qui seront aussi célébrées en tant que maman, forcément. La fête des mères, on le note, c'est le 26 mai. Vous oubliez les grands-pères peut-être ? Non, on les oublie pas. Les grands-pères, on le rappelle, eux, c'est beaucoup plus loin. Je sais pas pourquoi dans le calendrier, c'est le 6 octobre. On passe derrière. Non, ça va. La fête des pères, c'est le 16 juin, je vous rassure. Ça arrive avant. Et grands-pères ? Les grands-pères, le 6 octobre. 6 octobre. Faut être patient. Bon, le rendez-vous est pris. Vous avez le temps de réfléchir au cadeau. Merci beaucoup. Merci Fanny. Philippe. On vous retrouve samedi prochain évidemment pour répondre aux questions des téléspectateurs de BFM.